Bonjour les troisièmes. Alors, une troisième vidéo afin de poursuivre le chapitre sur la guerre froide. Un petit rappel du contexte, nous sommes en 1945, la Seconde Guerre mondiale est terminée, la population descend dans la rue pour exprimer sa joie, mais le traumatisme est profond dans l'esprit du monde entier. Le bilan humain est catastrophique, 60 millions de morts, plus de morts civiles que de morts soldats, on ouvre les camps, le génocide perpétué par les nazis contre les juifs est découvert, le bilan matériel est catastrophique, et donc voilà, il y a un traumatisme qui est pesant, et le monde décide de veiller à l'avenir à ne plus jamais vivre la même chose, et les vainqueurs mettent en place l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, dont la mission principale va être de garantir la paix. L'ONU va très rapidement être confrontée à l'opposition qui va naître entre les États-Unis et l'URSS. Cette opposition, elle naît dès la fin de la guerre, et elle s'exprime pour la première fois de façon claire, nette et précise en 1947. La date de 1947 est importante, c'est le début de la guerre froide. Truman prend la parole devant le Congrès pour expliquer que le monde est divisé en deux. D'un côté, les démocraties qui se basent sur des élections libres et la mise en place des libertés, c'est le modèle que prônent les États-Unis, et puis de l'autre, les régimes totalitaires qui, eux, se basent sur la terreur et la propagande, c'est le régime soviétique notamment. Et donc Truman, en 1947, attaque clairement le modèle soviétique en expliquant au monde entier que ce modèle devra disparaître. Cette attaque contre le régime soviétique n'est pas sans réponse, puisque en face, les soviétiques évidemment répondent que les Américains ont un comportement impérialiste, que les Américains souhaitent dominer le monde, et donc l'URSS s'engage à lutter contre la domination américaine. Finalement, cet échange d'attaques va être l'élément déclencheur de la guerre froide. Le monde va devoir choisir son camp. Il va se diviser en deux. D'un côté, vous avez en bleu les pays qui vont rentrer dans le camp des États-Unis, en rouge-rose les pays qui vont rentrer dans le camp de l'Union soviétique, et la guerre commence. Alors, c'est une guerre froide, puisque elle oppose les États-Unis et l'URSS, mais les deux pays ne vont jamais se déclarer la guerre l'un à l'autre. L'une des raisons d'ailleurs, c'est que chacun des deux possède la bombe atomique et que une guerre nucléaire serait catastrophique. Et donc si la guerre reste froide, c'est parce que les États-Unis n'ont jamais déclaré la guerre à l'URSS, l'URSS n'a jamais déclaré la guerre aux États-Unis. Les deux pays vont s'affronter de façon indirecte en utilisant des conflits dans différentes régions du monde pour s'affronter de façon donc indirecte. Et donc, dans la troisième partie du cours, nous allons voir un exemple de crise qui va montrer l'opposition entre États-Unis et URSS. Cette crise, elle va se jouer à Berlin. Et donc, je continue le titre de la leçon. On avait noté grand 1 créé dans un espoir de paix l'ONU. Grand 2 ne parvient pas à empêcher une opposition mondiale entre les États-Unis et l'URSS. Grand 3, opposition donc marquée par des crises graves. Par exemple, la crise de Berlin. Vous avez évidemment la possibilité de faire pause pour prendre le temps d'écrire le titre correctement dans votre cahier. Une carte pour zoomer sur l'Europe, puisque le monde s'est divisé en deux, l'Europe également s'est divisée en deux. Vous avez donc la carte de l'Europe en 1948. Les pays qui sont en beige, je vais les laisser de côté, ce sont des pays neutres, l'Irlande, l'Espagne, la Suède et la Finlande, la Suisse par exemple. Ce qui va nous intéresser, ce sont les pays qui sont coloriés. Vous avez d'un côté les pays qui sont coloriés en bleu, la France par exemple. Ce sont les pays qui appartiennent à l'OTAN. Je rappelle la traduction du sigle, OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Ces pays membres de l'OTAN sont membres de l'alliance militaire mise en place par les États-Unis, et donc ces pays appartiennent au camp des États-Unis. Ce sont des pays comme l'Islande, la Norvège, le Royaume-Uni, le Portugal, la France, l'Italie, la Grèce ou la Turquie. Et puis vous avez de l'autre côté les pays qui sont en rose, ce sont les pays qui appartiennent au pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie, c'est l'alliance militaire mise en place par l'URSS, ce sont des pays comme la Pologne ou la Roumanie par exemple. Vous observez que l'Europe est divisée en deux. De la même façon que le monde était bipolaire, l'Europe témoigne de cette division en deux. Tous les États qui ont été libérés par les États-Unis sont dans le camp américain, et vont se rajouter à ça la Grèce et la Turquie. Et puis les pays qui ont été libérés par l'Union soviétique à la fin de la guerre sont dans le camp soviétique. Entre les deux, vous avez ici cette ligne violette qui représente ce que Churchill appellera en 1946 le rideau de fer, c'est-à-dire une frontière infranchissable entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est.
Ce qui va nous intéresser, nous, pour cette partie-là, c'est l'Allemagne, qui est ici. Et en particulier Berlin, qui est là. Je vais essayer d'expliquer ça simplement à l'aide d'un schéma. Ce schéma, vous pouvez le faire dans votre cahier, évidemment, et le compléter au fur et à mesure de la vidéo. Alors, on va simplifier. L'Allemagne est un rectangle, qui est ici, et Berlin va être le carré que vous avez là. En 1945, après la défaite des nazis, après la mort d'Hitler, après la capitulation allemande, l'Allemagne est divisée en 4 zones d'occupation. Tout d'abord, la zone d'occupation britannique, qui correspond au nord-ouest du pays, une zone d'occupation française qui correspond à la frontière avec la France et le sud-ouest du pays, une zone d'occupation américaine, c'est le sud-est, et une zone d'occupation soviétique. Le même sort va être réservé à Berlin, qui est également coupé en 4 morceaux, une zone d'occupation soviétique, une zone d'occupation française, anglaise, américaine. C'est le sort qui va être réservé à l'Allemagne en 1945, après sa défaite. L'Allemagne est coupée en 4 zones d'occupation, donc vous avez compris, les zones britanniques, françaises et américaines en bleu, la zone soviétique en rouge, et Berlin est coupée également en 4 zones d'occupation. En 1947, on l'a dit tout à l'heure, Truman décide d'attaquer le modèle soviétique en expliquant que c'est un modèle qui repose sur la terreur et la propagande, que c'est un régime totalitaire et qu'il faudra à l'avenir le faire disparaître. Évidemment, en face, les soviétiques ne se laissent pas faire et ils expliquent, on l'a dit tout à l'heure aussi, que c'est le modèle américain qui est un mauvais modèle et qu'il faudra également le faire disparaître. Les deux grands s'affrontent dans le reste du monde, mais l'Allemagne, avec sa situation particulière, notamment de Berlin, va devenir un terrain d'affrontement. L'opposition en Allemagne a plusieurs causes. La première, tout d'abord, c'est que dans les zones d'occupation britannique, française et américaine, la stratégie qui va être adoptée par ces pays-là va consister à réinjecter de l'argent dans l'économie allemande pour que le pays se redresse, pour que l'économie redevienne une économie solide, que l'Allemagne qu'on a aidée devienne l'un de nos alliés, et si l'Allemagne devient un de nos alliés, la guerre n'existera plus entre nous. De l'autre, les soviétiques n'ont pas la même stratégie. Pour les soviétiques, il faut absolument laisser l'Allemagne à terre. Il faut absolument que les pays qui ont gagné la guerre récupèrent leur mise en se remboursant, notamment en pillant les ressources de l'Allemagne. Pour les soviétiques, si l'Allemagne reste à terre, elle sera incapable de refaire une guerre, et donc c'est la stratégie adoptée par Staline. Vous remarquez que Américains, Français et Britanniques, qui veulent redresser l'Allemagne, n'ont pas la même stratégie que l'URSS qui souhaite la laisser à terre. Un autre problème qui va se poser assez rapidement, c'est que du côté britannique, français et américain, est mise en circulation une nouvelle monnaie, qui est le Deutschmark. Jusqu'ici, circulait encore le Reichsmark, donc la monnaie mise en place par Hitler. Les Américains s'en débarrassent et mettent en circulation le Deutschmark. Ce Deutschmark, qui est une monnaie créée par les Américains, pour les Allemands, les Russes n'en veulent pas. Parce que si le Deutschmark, créé par les Américains, les Français, les Anglais, est mis en circulation en Allemagne de l'Est, ça montrera finalement la domination des Américains sur la zone soviétique. Et donc les Russes refusent. Et puis la troisième cause, c'est Berlin. Puisque vous remarquez que toute cette partie-là de Berlin, occupée par les Anglais, les Français, les Américains, est en zone soviétique, et les Soviétiques veulent remettre la main sur la ville tout entière. Pour ce faire, les Soviétiques décident de mettre en place ce qu'on appelle un blocus. Un blocus, c'est un blocage. Les Soviétiques vont couper toutes les routes, tous les réseaux de chemin de fer qui permettaient aux Anglais, aux Français et aux Américains de venir à Berlin. En fait, en mettant en place ce blocage, les Soviétiques veulent couper l'accès des Américains, des Français et des Anglais à Berlin, en imaginant que, finalement, comme la ville ne sera plus accessible, ils l'abandonneront et les Russes remettront la main dessus en entier. Évidemment, les Américains refusent parce que si les Américains abandonnent Berlin aux mains des Soviétiques, c'est une forme d'échec et donc Truman refuse. Les Anglais, les Français et les Américains décident de mettre en place ce qu'on appelle le pont aérien. On est en 1948, puisque Berlin est bloqué par la route, eh bien les Anglais, les Français et les Américains décident de passer par-dessus les routes, en mettant en place donc un pont aérien. Les Américains, les Français et les Anglais continuent à accéder à Berlin en avion.
les Américains, les Français et les Anglais continuent à aider les Berlinois en parachutant du matériel pour qu'ils continuent à vivre correctement. Finalement, la stratégie de Staline qui consistait à bloquer l'accès à Berlin est un échec. Le blocus de Berlin de 1948 montre la défaite des Soviétiques et la victoire des Américains et de ses alliés et de leurs alliés grâce au pont aérien. Le blocus est levé puisqu'il ne sert à rien et rapidement l'Allemagne continue à évoluer. Les Anglais, les Français et les Américains décident de fusionner leurs zones d'occupation pour n'en former plus qu'une. Les 3 zones d'occupation de Berlin sont également fusionnées pour n'en former plus qu'une. Les Soviétiques, qui ont été mis en échec pendant le blocus, refusent que leur zone d'occupation fusionne avec les 3 autres. Et donc rapidement, devant l'incapacité de se mettre d'accord, l'Allemagne est coupée en 2. À partir de 1948-1949, il n'y a plus une Allemagne, il y en a 2. Il y a l'Allemagne qui va naître des 3 zones d'occupation anglaises, françaises et américaines, et ces 3 zones vont donner naissance à ce qu'on appelle la RFA, République fédérale allemande. Et puis de l'autre, il y a la zone soviétique qui n'a pas fusionné avec les 3 autres, qui va former une nouvelle Allemagne, la République démocratique allemande. Les soviétiques mettent leur capitale à Berlin-Est, les Américains mettent leur capitale dans une autre ville qui est à l'ouest, qui s'appelle Bonn. Donc là, il faut retenir qu'en 1949, l'Allemagne dorénavant est coupée en 2 pays indépendants, l'Allemagne de l'Est, la RDA, l'Allemagne de l'Ouest, la RFA. Entre les deux est mis en place une frontière infranchissable, c'est le rideau de fer qui coupe l'Europe en 2. Ce rideau de fer, vous avez quelques photos, ce sont des grillages, des barbelés, des miradors, des gardes. Quiconque passe le rideau de fer est abattu par les soviétiques. Il est interdit de passer de la zone rouge, Berlin-Est, enfin l'Allemagne de l'Est, pardon, vers la zone bleue, Allemagne de l'Ouest. Les 2 pays sont coupés. Pour l'anecdote, à partir de ce moment-là, dans les compétitions de foot, par exemple dans les Coupes du Monde, eh bien, il y a 2 équipes d'Allemagne. Pendant les Jeux Olympiques, il y aura 2 équipes d'Allemagne. Vous remarquez que se pose encore la question de Berlin. Puisque Berlin étant toujours coupé en 2, ça signifie qu'il y a un bout de la RFA en plein milieu de la RDA, ce qui évidemment pose problème. Ça pose d'autant plus problème que, rapidement, la RDA va souffrir. Elle va souffrir parce que l'économie ne redémarre pas. Je rappelle la stratégie de Staline qui consistait à ne pas reconstruire l'Allemagne, pour que l'Allemagne reste à terre. Et donc la pauvreté dans cette zone rouge RDA est très forte. La population vit très très mal, et elle vit d'autant plus mal que de l'autre côté de la frontière, en RFA, l'économie s'est redressée, les Allemands ont profité de l'aide économique américaine du plan Marshall, tout repart comme avant la guerre, tout va bien. Et donc rapidement, on va assister à un exode. La population de la RDA va chercher à s'enfuir en RFA. Mais cette fuite ne peut pas se faire par voie terrestre, puisque le rideau de fer qui est ici ne permet pas le passage. Et donc les Allemands qui sont ici vont trouver comme seul échappatoire, suivez bien ma flèche, de rentrer dans Berlin-Ouest, de prendre l'avion pour passer par-dessus le rideau de fer. Et donc très rapidement, ce sont des dizaines, des centaines de milliers d'Allemands de RDA qui rentrent dans Berlin-Ouest et qui décident de prendre l'avion pour passer par-dessus le rideau de fer pour s'enfuir en République fédérale allemande, en RFA. Et donc pour les Russes, évidemment, il faut absolument faire cesser ça tout de suite. Et donc la stratégie que vont adopter les Russes, c'est la construction d'un mur. Ici, le mur de Berlin. Vous remarquez que ce mur de Berlin, ça n'est pas une ligne. C'est un rectangle qui entoure Berlin-Ouest. En mettant en place le mur de Berlin, les Allemands qui vivent dans la zone rouge ne peuvent plus rentrer dans la zone bleue. Ils ne peuvent plus rentrer dans la zone bleue, donc ils ne peuvent plus prendre l'avion et s'enfuir en Allemagne de l'Ouest. Ce mur de Berlin est construit dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Ou en tout cas, il est tracé dans la nuit du 12 au 13 août 1961. Vous avez une photo ici qui est prise où on vous montre les Allemands de l'Est, côté russe, qui construisent ce mur face aux Allemands de l'Ouest, les Berlinois de l'Ouest qui sont abasourdis par ce qui est en train de se passer.
Ça peut paraître anecdotique, mais ce mur de Berlin va briser la vie des Berlinois, parce que si votre famille vit côté Berlin-Est et que vous vivez, vous, côté Berlin-Ouest, le mur, une fois qu'il est construit, devient infranchissable, vous ne reverrez plus votre famille. Sur la photo, ça peut paraître anecdotique et on pourrait avoir l'impression que ce mur n'est pas très impressionnant. Un schéma qui vous montre à quoi ça ressemble, le mur de Berlin. Vous avez ici Berlin-Est, ici Berlin-Ouest. Vous avez un mur qui est construit, mais également des fossés, il y a des alarmes, il y a des miradors, il y a des gardes avec des chiens, il y a des détecteurs. Quiconque tente, côté Est, côté russe, de passer par-dessus le mur est abattu sur le champ. Vous avez quelques dimensions, le mur n'est pas petit. Il fait 155 km pour entourer Berlin-Ouest. Il est ici. Les 150 km sont ici. Et donc, quiconque tente de passer le mur est abattu. L'Allemagne est coupée en deux par le rideau de fer. Ici. Berlin est coupé en deux par son mur. Et finalement, c'est un drame parce que ça brise l'existence d'un pays, ça brise l'existence des familles. Le mur de Berlin qui vient d'être construit par les soviétiques pour isoler Berlin-Ouest et empêcher la fuite des Allemands de l'Est vers l'Ouest, va être utilisé par les Américains pour critiquer à nouveau, attaquer à nouveau l'URSS. Vous avez à l'écran l'extrait du discours que prononce John Kennedy à Berlin-Ouest le 26 juin 1963. Kennedy est le président des États-Unis. Il se rend à Berlin-Ouest pour apporter son soutien aux Allemands et puis surtout pour tacler une fois encore les Soviétiques. Je vous laisse le temps de lire le texte. Évidemment, vous mettez pause. Prenez un petit peu de temps. Dans ce texte, Kennedy fait deux choses. Le début du texte, tout d'abord, ou plutôt les deux premiers tiers du texte, c'est une attaque en règle contre l'URSS. Kennedy nous dit tout d'abord que le monde est coupé en deux. D'un côté, le monde libre, ce sont les États-Unis et leurs alliés. De l'autre, le monde communiste, c'est l'URSS et ses alliés. Là, vous remarquez que Kennedy fait le même constat que Truman en 1947. Le monde est coupé en deux. D'un côté, un modèle libre, les États-Unis. De l'autre, un modèle qui ne l'est pas et qui s'assoit sur le communisme, qui se base sur le communisme, l'URSS. Kennedy explique qu'on ne peut pas travailler avec les communistes et que c'est pour cette raison que Berlin et l'Allemagne sont coupés en deux. Finalement, ce que dit Kennedy, c'est que c'est bien la faute des communistes, des soviétiques, si l'Allemagne et Berlin sont dans cet état-là. Il dit ensuite, notre liberté éprouve certes beaucoup de difficultés et notre démocratie n'est pas parfaite, cependant, nous n'avons jamais eu besoin, nous, d'ériger un mur pour empêcher notre peuple de s'enfuir. Là, Kennedy, il attaque. Il attaque l'URSS en disant que finalement, le mur a été construit par les Russes pour empêcher les gens qui sont sous leur domination de s'enfuir. Et donc finalement, la fuite de ces gens, pour Kennedy, c'est bien la preuve que le modèle soviétique n'est pas bon. Si le modèle soviétique était bon, ces gens ne prendraient pas la fuite. Or, ils s'enfuient. Ils fuient le modèle communiste, ils fuient la domination soviétique. C'est la preuve pour Kennedy que ce modèle n'est pas bon, puisque les gens veulent le fuir. Le mur est la preuve de l'échec des soviétiques, parce que finalement, si les gens restent sous domination soviétique, c'est parce qu'il y a un mur qui les empêche de partir. Côté américain, les Américains n'ont pas construit de mur, parce que côté américain, les gens ne cherchent pas à s'enfuir. Ça montre que finalement, le modèle américain, d'après Kennedy, est bien meilleur que le modèle soviétique. À la fin du texte, Kennedy apporte son soutien aux Allemands. Il dit « Tous les hommes libres, où qu'ils vivent, sont des citoyens de Berlin. Par conséquent, en tant qu'homme libre, je suis fier de prononcer ces mots « Ich bin ein Berliner ». En fait, la phrase, si on la simplifie au maximum, il explique que l'Allemagne de l'Ouest est le symbole de la liberté, puisque c'était la porte d'accès à la liberté pour les Allemands qui sont sous domination soviétique, et que finalement, Berlin étant le symbole de la liberté, et lui-même, Kennedy défendant la liberté, eh ben, il estime qu'il est dans le même camp, dans le même groupe que les Berlinois, et donc il dit « Je suis berlinois, ich bin ein Berliner ». Bon, je résume tout ça de façon simple. En 1949, l'Allemagne est dans cet état-là. Nous avons l'ouest du pays qui est dans le camp des États-Unis et qu'on appelle la RFA, République fédérale allemande. La capitale est à Bonn. Et nous avons la zone rouge qui, elle, est sous domination soviétique, la RDA, République démocratique allemande. Entre les deux, une frontière infranchissable, le rideau de fer.
La situation de Berlin est particulière puisque l'ouest de Berlin est dans le camp américain, l'est de Berlin dans le camp soviétique. Cet ouest de Berlin va être une porte de sortie pour les Allemands qui sont dans la zone rouge. Cette porte de sortie va être fermée par les Russes avec le mur. Bon, j'anticipe un petit peu sur la fin du cours. Le mur sera abattu le 9 novembre 1989. Qui va abattre le mur? Vous avez la réponse sur la photo. Vous remarquez que le mur, qui est en photo ici, est tagué. Il aurait été impossible de taguer le mur côté russe, puisque quiconque s'en approchait était abattu. La partie taguée du mur, le côté tagué du mur est donc le côté Berlin-Ouest, côté américain. Les gens qui sont là sont donc des Berlinois de l'Ouest. Vous remarquez que le mur tombe vers l'Allemagne, vers Berlin-Ouest. Ça veut bien dire qu'il est poussé par les Berlinois de l'Est. Ce sont les gens à l'Est qui vont abattre le mur, le 9 novembre 89. En fait, les Russes vont changer de politique, on le reverra à la fin du cours, et les Berlinois vont décider d'abattre le mur, la ville va être réunifiée. La trace écrite, pour résumer tout ça. Alors, il faudra recopier dans votre cahier, photographier l'écran, l'imprimer, là vous êtes libre de faire comme bon vous semble. Petit rappel, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe libérée par les Américains et libérée par les Soviétiques se sépare. À l'ouest, l'Europe libérée par les Américains, à l'est, l'Europe libérée par les Soviétiques, et entre les deux, une frontière va être tracée, ce que Churchill appellera le rideau de fer. Cette frontière, le rideau de fer, coupe l'Allemagne en deux. Elle coupe d'un côté les zones d'occupation anglaises, françaises et américaines, et de l'autre, la zone d'occupation soviétique. Berlin est elle-même coupée en deux. Les Américains et les Russes ne vont pas réussir à se mettre d'accord pour réunifier tout le pays, pour réunifier Berlin et reconstruire un pays tout neuf. Ce désaccord vient de la guerre idéologique qui a été lancée en 1947. Et finalement, comme les deux États-Unis et URSS n'arrivent pas à se mettre d'accord, l'Allemagne n'est pas réunifiée et elle éclate en deux pays distincts, deux pays séparés. La RFA qui est du côté soutenu par les États-Unis, la RDA du côté soutenu par l'URSS. Pour éviter que les Allemands de la RDA ne s'enfuient vers la RFA, en passant par Berlin, qui est la seule porte de sortie, les Russes vont donner l'ordre de construire un mur autour de Berlin-Ouest en août 1961. En 1963, Kennedy utilise le mur comme la preuve que le modèle soviétique est mauvais, puisque la population s'enfuyait et que le mur est là pour l'empêcher de le faire. Bon, le mur est abattu le 9 novembre 89 par les Berlinois eux-mêmes, et ce qu'il faudra retenir, c'est ça l'essentiel, c'est que la crise de Berlin est le symbole de la guerre froide, puisque la crise de Berlin est le symbole de l'opposition entre Américains et Soviétiques. Elle est le symbole de cette guerre entre deux pays qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous remarquez qu'il n'y a pas de déclaration de guerre, il n'y a pas d'usage de la force. Berlin montre en fait l'opposition entre d'un côté la démocratie américaine et de l'autre le communisme soviétique. Le mur de Berlin marque l'opposition entre les deux grands et surtout leur incapacité à se mettre d'accord. Je vous remets l'adresse mail qui est utile en cas de question. Vous pouvez également utiliser l'onglet communication de Pronote. N'hésitez pas à refaire les dessins qui apparaissaient sur la présentation. N'hésitez pas à relire le résumé et en cas de difficulté à m'interroger. La suite du cours arrivera bientôt. À bientôt.